Salut, aujourd'hui on se retrouve sous la neige pour une revue et test du Roselli Le Q R150. Voilà pour ce couteau, difficile de faire plus traditionnel puisqu'il s'agit du couteau traditionnel du peuple Sami, donc les premiers habitants de la Scandinavie. Donc on retrouve un design vraiment très sobre, donc un couteau traditionnellement ici sans garde comme on le verra plus tard, avec une lame en acier au carbone, un manche en bouleau madré et un étui en cuir. Voilà, c'est un couteau de taille assez conséquente puisque c'est censé être un couteau à tout faire. Donc qui sert de couteau évidemment, puis également un petit peu de machette, voire de petites taches de hachette. Donc il fait 31 cm au total, pour une lame de 18 cm, sur pratiquement 5 mm d'épaisseur. Au niveau de sa lame, c'est une lame forgée, donc on ne sait pas si c'est forgé à la main ou à la machine. Mais en tout cas, il y a des traces sur la lame, de martelage, des régularités assez sympas. Et un petit aspect brut de forge. Voilà, le manche est assez particulier puisqu'il est vraiment très gros, notamment au bout, et qu'il s'affine pour venir jusqu'à la lame. Et sa grosse particularité, je trouve, c'est qu'il a le manche tout à fait ovale. Donc au niveau de la prise en main, c'est quand même assez surprenant au début. Et de par sa grosseur et sa hauteur ici, je pensais qu'il serait trop gros pour mes petites mains. Mais en fait, ça va bien comme on va le voir. Voilà, dans les vidéos, je dis toujours que j'ai des petites mains, donc pour que vous ayez une idée, la lame fait 18 cm et je suis vraiment loin d'arriver en haut. Donc voilà, pour ceux qui ont des petites mains un petit peu comme moi, vous allez voir ce que ça peut donner. Au niveau de la prise en main avec le bois sec et les mains sèches, c'est vrai que le manche a tendance à glisser. Du coup, il n'y a pas de forme ergonomique pour retenir la main, donc c'est pas vraiment naturel. Il va falloir serrer le manche, donc c'est un couteau qui va demander quand même pas mal de poigne. Au niveau de la prise en main, donc le bois humide ne glisse pas tellement, je pensais que ça glisserait plus. En fait, la prise en main est pas mal. Évidemment, c'est un couteau auquel il faudra prêter une attention particulière, puisqu'il n'y a pas de garde ici qui retient l'index. Donc si on glisse, on vient directement sur le tranchant. Donc personnellement, c'est pas une chose qui est rédhibitoire pour moi, ça ne me gêne pas particulièrement. Mais c'est vrai qu'il faut vraiment faire attention à ça. C'est peut-être pas en ça un couteau très conseillé aux débutants, ou alors il faudra vraiment y prêter une grande attention. Au niveau de la prise en main, ce couteau se révèle vraiment surprenant par rapport à sa forme et surtout à sa grosseur. Donc voilà, j'arrive à peine à faire le tour avec mes mains au niveau du gros. Donc quand je l'ai reçu, je l'ai attrapé directement par ici. J'ai commencé à couper du bois et je me suis dit ah, ça risque d'être peut-être être trop gros pour moi. Et en fait, le manche est quand même bien étudié, puisque pour les coupes fines, etc., il faut se rapprocher du tranchant. Ici, et là on a une bonne prise en main à ce niveau là, et pour les plus grosses tâches du type shopping, on va venir en bout de manche ici. Donc là on a vraiment une très bonne prise puisque le manche vient grossir ici, donc il retient la main, et on peut même éventuellement travailler avec que 3 doigts ou 4 doigts en bout de manche. La prise est quand même bien sécurisée par rapport à cette forme. Pareil au niveau de ce qui est shopping, avec la prise en main qu'on a vue, le couteau a tendance à bien rester, même avec les mains mouillées sous la neige ici. Aucun problème de prise en main. C'est vraiment agréable. Là où la prise en main va être un peu étrange, ça va être très près de la lame, puisque ça va quand même être agréable pour les petites tâches. Par contre, en fait, la forme ovale du manche ici, ça va un petit peu, entre guillemets, parce que c'est quand même pas si grave que ça, agresser la paume de la main lorsqu'on vient venir pousser. Donc quand on vient pousser ici, pour couper, ça vient appuyer ici, c'est un petit peu désagréable à force. Donc un manche un peu plus rond à cet endroit-là aurait été un petit peu mieux. Mais bon, dans l'ensemble, ça reste quand même correct, sachant qu'on a un gros couteau. Voilà, j'avais eu des messages très sympas sur Facebook de personnes qui m'avaient prévenu du fait que de faire attention aux tranchants ici lorsqu'on avait les mains mouillées, puisque ça glissait. Pour le moment, je trouve que c'est pas trop le cas. Alors peut-être à force en usant un peu le manche. Pour le moment, je trouve que quand même la prise en main est quand même bien assurée, même si évidemment je prêterai quand même une grande attention, comme on l'a vu, à ce tranchant vu qu'il n'y a pas de garde.
Au niveau du fabricant, c'est Emo Roselli, comme la hachette qu'on avait vue ensemble. Donc on retrouve la gravure du nom sur le manche, ici, et également sur l'étui, à ce niveau-là, avec une jolie gravure. Au niveau de la construction du couteau, c'est une soie traversante. Donc une soie traversante, c'est-à-dire que la lame ne veut pas être complète dans le manche, comme une plate semelle, ne veut pas être en manche 3/4, donc ne pas s'arrêter ici, mais venir ici un petit peu en queue de rat, dans tout le manche, et ressortir au bout. Donc le bout de la soie ici est maté, donc c'est-à-dire qu'en fait elle a été martelée pour venir s'aplatir sur le bout pour que ça tienne bien. Au niveau du travail un petit peu de hachette, on va voir ce que ça donne sur cette petite branche morte. On va commencer par faire tomber la neige. Et on va commencer. Voilà déjà ce que ça donne après juste ces petits coups. Donc c'est quand même assez efficace. Voilà un travail qui s'effectue très rapidement, quand même avec pas mal de confort, avec le petit renflement du manche. Donc une section assez conséquente quand même. Et évidemment, le tranchant n'a absolument rien, le fil est toujours intact, aussi propre que quand je l'ai eu. En ce qui concerne la lame, on est sur un acier suédois secret, encore une fois, de la part de Roselli qui ne veut pas dévoiler sa recette. Donc on n'en sait pas vraiment plus, avec une émouture évidemment de type scandinave ici. On va voir ce que peut donner le couteau sur des petites coupes à la volée, un peu plus de type machette, sur des petites branchouilles qui sont très très fines. Bon, il faut savoir que ça marchera toujours moins bien qu'une machette, puisque les machettes généralement sont très fines. Ici on est quand même sur un couteau qui fait presque 5 mm. Mais bon, le travail apparemment a l'air pas mal du tout. On va essayer sur d'autres petites branches. Voilà, ici je vais voir ce que ça donne pour déblayer ce petit passage, voir un peu si ça coupe bien. Au niveau de l'utilisation en mode machette, je vous conseille toujours de mettre la main dans le dos pour ne pas la couper. Voilà, donc ça marche quand même pas mal. Après, pour ceux à qui c'est leur objectif principal, je vous conseille de voir peut-être pour un couteau plus fin ou plus une vraie machette, puisqu'il a fallu parfois quelques coups pour couper des petites branches. Mais bon, dans l'ensemble, si on prend en compte le fait que c'est un couteau à tout faire, bah, ça peut remplir cette petite fonction de machette si on en a besoin. On va essayer la même chose sur du un peu plus conséquent et bien sec. Bah, toujours aucun souci là-dessus. Et le fil est vraiment toujours intact, c'est assez surprenant. Ainsi que sa prise en main, puisqu'il n'y a pas de trou pour la dragonne pour venir sécuriser. Mais on se sent vraiment en sécurité, un petit peu comme le cul d'une hache ici. On est bien placé. Au niveau de l'affûtage, lorsqu'on le reçoit, c'est un couteau qui n'est pas rasoir. Donc qui vient entamer une feuille. On peut très bien faire une petite coupe assez propre sur une feuille, mais si on le fait plusieurs fois d'affilée, on a tendance un petit peu à arracher cette feuille. Et ça ne rase absolument pas les poils. Mais c'est pas gênant, pour l'instant pour le travail du bois, ça fait quand même un travail très correct sans l'avoir affûté. Avec son tranchant qui est donc toujours d'origine et sa prise en main près de la lame,
on va être agréablement placé pour venir faire des petites coupes, donc ce que j'appelle le type couteau, donc en fait ce qu'on ferait avec n'importe quel couteau de petite taille. Et en fait c'est assez surprenant puisque le couteau peut être capable de tomber un petit arbre et ensuite de venir quand même couper ici. Donc pas de souci pour faire une pointe. Donc la prise en pleine main est quand même agréable, même si on l'a vu ici, le petit ovale rentre un tout petit peu dans la pomme. Mais on sent qu'on est bien ancré dessus. Évidemment par rapport à la garde, il faut éviter les coupes où on vient pousser, puisque si jamais le couteau se coince, la main va continuer à glisser et venir sur le tranchant. Donc ce type de couteau, on est plus ici sur des pousses, ou alors en tirant. Si on a quelque chose à couper, qu'on doit venir faire ce geste-là, il vaut mieux le faire en arrière qu'en avant. Ce qui est un petit peu gênant pour moi avec ce gabarit de lame et ce manche, ça va être la prise ici où on a le pouce sur l'arrière, puisqu'en fait on va être à l'aise au niveau du pouce, il n'y a aucun souci. Par contre, comme le couteau reste quand même assez lourd comparé à quelque chose de plus petit, et que j'ai les petites mains, en fait je vais avoir du mal à tenir cette position tout en poussant. Donc je sens que ma prise est beaucoup plus sécurisée si je le pousse. Donc pour ce genre de tâche, je ne vais pas être à l'aise dessus, ou alors avec les 2 pouces. Donc là il n'y a pas de souci puisqu'il y a un petit peu plus de contrôle au niveau du pouce. Je vais pouvoir venir pousser. Donc comme on le voit, la lame n'a aucun problème à pénétrer le bois, malgré ses 5 mm d'épaisseur sur le dos. Voilà, au niveau des coupes fines qu'on peut avoir à faire, avec justement les 2 pouces sur le dos, on peut être amené à tailler des petites encoches ici. Par exemple au sommet d'un petit piquet pour la tente. Donc il n'y aura pas de souci pour ça également. Le gabarit ne gêne pas, sachant que le tranchant est plutôt bon et pénètre bien dans le bois. Donc voilà, en quelques secondes on peut se constituer une encoche et ensuite l'améliorer en la façonnant un peu plus. Mais dans l'idée, juste quelques coups de couteau dans un sens et dans l'autre, ça suffit. Voilà, en tapotant légèrement comme ça et en faisant tourner le bâton, on peut même arriver très rapidement et très facilement à main levée à faire des beaux frisottis bien enroulés. Au niveau du dos de lame et du fire steel, donc on n'a pas d'angle à 90 degrés là-dessus. On va pas pouvoir frotter avec, on va devoir se servir du tranchant, ce qui va évidemment l'user au fur et à mesure. Donc c'est pas conseillé. L'étui est en cuir de taureau, laissé de couleur naturelle, donc on peut voir plus ici avec une couleur très claire, et qui va au fur et à mesure se foncer un petit peu comme sous mon doigt à force de le graisser, comme ça a été le cas sur ma hachette. Donc cet étui est un peu particulier puisqu'il n'a pas de martyr. Donc le martyr en fait c'est une petite partie de cuir qu'on met entre les 2 parties qui sont cousues afin que le tranchant ne coupe pas le fil. Ici il n'y en a pas puisqu'à l'intérieur de cet étui il y a un insert en plastique où la lame va venir se loger. Donc cet insert en plastique on peut enlever en venant démonter l'étui. On passe ceci là-dessous et on peut venir démonter l'étui et enlever la partie en plastique par exemple pour la nettoyer. Donc ce qui est quand même assez pratique. Autrement, pour tout le reste, on est vraiment sur du traditionnel et du basique. Donc juste un petit passant ici pour la ceinture. Et le couteau va rentrer à l'intérieur en rétention chaussette, un petit peu comme les couteaux de bushcraft classiques. Au plus on va pousser, au plus ça va tenir. Voilà, ici je viens placer la lame à l'intérieur et je viens pousser. Donc là, il n'y a aucune chance, vraiment aucune chance que le couteau s'en aille. Ça tient très bien même en secouant le manche en bas, évidemment dans ce sens là ça ne bougera pas. Donc une rétention vraiment excellente, même parfois on a même du mal à le sortir le couteau. Comme là, hop, il faut tirer quand même assez fort. Donc ce que je fais moi quand je m'en sers régulièrement, je l'enclenche légèrement de manière à pouvoir le sortir beaucoup plus facilement. Et lorsque je me déplace ou que je ne vais pas m'en servir pendant quelques instants, je donne un petit coup, j'appuie, comme ça je sais que c'est bien sécurisé. Voilà, on va voir ce que ça peut donner au niveau du port ceinture. Donc bien évidemment c'est quand même assez conséquent. Donc là ça vient quasiment jusqu'à mon genou. Ça sera pas très discret mais en tout cas c'est pas très lourd à porter. Puisque le couteau fait 314 grammes et 412 grammes avec l'étui, ce qui n'est pas si lourd que ça pour un couteau de ce gabarit. Voilà, le port ceinture reste quand même agréable donc, puisqu'on ne sent pas trop la ceinture. Et également j'apprécie le fait que le manche ne dépasse pas la ceinture, ne vienne pas rentrer dans les côtes ici. Donc c'est pas mal. Et même lorsqu'on vient le sortir, ça reste quand même assez faisable. Si jamais
avec la longueur du couteau, l'étui est arrivé ici. Il aurait fallu vraiment monter le bras pour venir le sortir et le rentrer. Ici, ça reste quand même encore agréable. Le manche est en bouleau madré qui est vraiment magnifique. Donc ici, on voit bien tous les traits du bois, toutes les veinures. C'est vraiment excellent, on dirait presque du liège. Donc vraiment très agréable à voir. Un bois vraiment superbe. La longueur de la lame va nous permettre de travailler vraiment efficacement avec cette position où on vient poser le couteau sur l'avant du genou pour venir travailler en toute sécurité. Donc ici, on va pouvoir travailler sur toute la longueur de la lame sans être gêné. Comme au dos on a pratiquement les 5 mm d'épaisseur, ça ne va pas être trop désagréable sur le genou, même si ce n'est pas une coupe que j'apprécie énormément au niveau du confort. Donc pour les personnes qui auraient peur de glisser dans ce genre de position sur le tranchant, on peut toujours efficacement se servir de ça. Et ici il n'y a pas de risque de venir glisser sur la lame. Lorsqu'on a à planter le couteau, vu qu'en plus il n'y a pas de garde, donc toujours sur toutes mes lames, je mets toujours le pouce en haut au niveau du pommeau pour ne pas risquer de glisser sur la lame. Là c'est encore plus le cas vu qu'il n'y a pas de garde. Donc on vient tanker le couteau ici en appuyant. Donc on a la force de la main mais on est arrêté par le pouce. Donc sachant que c'est pas la peine de taper trop fort, on ne risque pas de glisser. En prise inversée, le couteau va être également très agréable puisque son long manche va bien appuyer au niveau de la pomme ici. Et on va pouvoir venir le prendre en toute sécurité, évidemment, encore une fois en faisant attention à ne pas toucher le tranchant avec la main. Et ici on va se servir donc des muscles du dos, comme on l'a déjà vu dans d'autres vidéos, pour venir couper. Donc là on est vraiment toujours sur le tranchant d'origine, qui est largement suffisant comme on le voit ici pour les petites tâches, et qui permet d'être assez solide pour le chopping. Donc voilà, on peut très facilement arriver à se constituer une petite pointe. Pareil pour l'écorçage où on peut venir ici délicatement enlever l'écorce. Ce qu'on peut faire également en prise puissante comme j'appelle ça, en poussant ici. Donc l'écorçage se fait vraiment très agréablement malgré le gros gabarit du couteau. Au niveau de la préparation culinaire, avec l'affûtage d'origine, c'est quand même pas suffisant puisque le couteau est quand même assez épais. Donc j'ai essayé de préparer une soupe en épluchant les légumes, les coupant, etc. C'est vraiment pas pratique. Donc il faut pour ça y donner un bon coup d'affûtage. Et ensuite au niveau de la forme, je pense que ça peut être intéressant pour ceux qui veulent ouvrir les poissons ou préparer le gibier, etc. Je ne suis pas pêcheur ni chasseur, donc c'est une supposition. Mais la forme de la lame me paraît intéressante. Là où le couteau et son gabarit vont aussi être intéressants, ça va être pour venir sculpter ou dégrossir les pièces de bois. Donc là par exemple j'ai commencé pour venir me faire le manche d'une petite massue. Et on pourrait très bien pousser le projet jusqu'à faire une forme de cuillère, quelque chose comme ça. Ça reste vraiment très agréable au niveau du poids, au niveau de la prise en main. On va pouvoir travailler également au niveau de ce petit arrondi ici. Ou alors beaucoup plus près, puisque la garde ne va pas gêner. Mais pour dégrossir, c'est vraiment un bon outil qui peut remplacer une petite hachette. Voilà, là je vais faire un petit replat. Par exemple, si on veut se constituer une petite massue avec un côté plat pour venir planter les choses, ou alors voire plus grand pour se faire une petite planche à découper, ou des choses de ce style. Voilà, au niveau de l'inertie, sachant que le poids du couteau n'est pas très conséquent, ça reste vraiment assez agréable, voire impressionnant. Très efficace. Voilà, en quelques coups on peut arriver très facilement à rentrer dans le bois. Faire ce type de travail peut être également intéressant pour venir équarrir les morceaux de bois. Donc équarrir, c'est venir rendre un morceau rond carré, comme une petite poutre par exemple. Donc pour équarrir les petits morceaux de bois ou venir faire des tenons, pour les tenons et mortaises, ça peut être vraiment intéressant d'avoir un outil de ce gabarit. Voilà, ici par exemple on voit bien la section un peu plus grande que je lui ai donnée. Et de ce côté là, une section un peu plus carrée. Bon évidemment ça serait à travailler un petit peu plus, mais on peut très bien y arriver très facilement et de manière très agréable.
Voilà, en tapotant très légèrement, on peut venir décrocher de très fins copeaux. Donc on a quand même un travail vraiment très contrôlé, malgré quand même le gabarit vraiment imposant de la lame. Avec ses presque 5 mm d'épaisseur, c'est un couteau qui va être utile pour le bâtonnage, puisqu'en plus sa lame est assez conséquente, assez longue. Par contre, je ne prendrai pas le risque de taper sur le manche, puisqu'en fait il n'y a que la soie qui le traverse. Et du coup, je pense qu'en tapant sur le manche à force, par exemple lorsque le couteau est coincé comme ça, lorsqu'on est en train de bâtonner, on vient taper pour le redresser. Je pense que ça peut créer du jeu quand même à force dans le manche, ce qui serait quand même assez dommage. Du coup, je vais éviter de taper sur le manche. Par contre, même si ça venait à casser, comme la soie est complète et traversante complète, il suffirait de venir remplacer le manche, donc chez soi, prendre un bout de bois, le percer, replacer la soie, puis ensuite la remater derrière, donc chauffer un petit peu et la taper. On va voir ce que donne le couteau sur du bâtonnage de cette bûche de hêtre. Donc c'est du hêtre bien sec, bien dur, qui fait environ 8 cm de diamètre sur 40 cm de haut. Voilà, ben, aucun souci. Il faut juste faire attention à ne pas venir taper sur le manche du coup quand c'est coincé et venir le replacer. Mais sinon, ben, aucun problème là-dessus. Voilà, même là, on peut voir que les fibres n'étaient pas alignées. Ben, le couteau passe à travers sans aucun souci. Voilà, comme on peut le voir, le bois est bien sec, bien dur. Voilà, suite à ce bâtonnage qui reste quand même assez lourd, il n'y a aucun jeu dans le manche. Aucun impact au niveau du tranchant, qui est toujours comme neuf. Bien entendu, qui peut le plus peut le moins. Donc sur du bois plus fin et moins dur, ça ne pose pas de problème non plus. Voilà, on peut venir assez rapidement et facilement se constituer une bonne base de petits bois pour le feu. Au niveau de la garde elle-même du couteau, ici on a une petite insert en fer qui permet au couteau de venir prendre sa place et à la lame de ne pas bouger. Au pommeau, on n'a aucune pièce métallique, c'est un petit peu regrettable pour les bâtonnages par le cul, juste de la soie comme on l'a vu tout à l'heure. Le fait qu'il n'y ait pas d'insert métallique au bout du manche, ça va être un petit peu embêtant pour bâtonner par l'arrière lorsqu'on veut par exemple le planter ou venir refendre des petits bouts de bois. Donc là en fait on pourrait, mais on risque quand même d'abîmer le bois assez rapidement. Du coup on va pouvoir le faire sur des toutes petites tâches où on va venir pousser avec la paume de la main. Au niveau de la pointe, elle est quand même assez large ici, ce qui va être efficace pour donner un petit peu de poids pour les travaux de machette. Ce qui va être également bien lorsqu'on va venir bâtonner, puisqu'une lame avec le tranchant qui redescend a tendance à nous faire glisser un petit peu le bâton lorsqu'on tape. Par contre, cette forme de pointe ne va pas être vraiment bien pour tout ce qui est travaux de perçage, comme on pourrait le faire sur les petits trous pour le feu par friction. Donc la lame tient bien en main, c'est pas un souci. Mais ici, cette forme de pointe ne va pas vraiment rentrer très profond dans le bois. Du coup, c'est tout à fait faisable, bien entendu, de créer par exemple un pré-trou pour le feu à l'archer, mais ça sera quand même pas des plus agréables comparé
à une pointe beaucoup plus saillante avec le tranchant qui redescendrait ici. En poussant un peu plus loin, on peut même se servir du couteau comme une plane, puisque sa longue lame va permettre une prise en main ici agréable. Donc bien faire attention évidemment au tranchant, bien faire attention que la pièce de bois soit calée ici, puisqu'on va venir se tirer le couteau vers soi, donc ça peut être dangereux. Sortir de ça, en faisant bien attention, on peut venir faire des petits travaux ici, donc découper, soulever de fins copeaux, ou en venant tapoter très doucement, toujours en étant dans le contrôle évidemment, pour ne pas venir se mettre le couteau dans le ventre. Et vous voyez, on peut venir faire des plats très facilement, et éventuellement on peut même le faire en sens inverse. Donc venir pousser, vous voyez, de très fins copeaux qui se détachent. Donc évidemment on peut aller plus profond sur le bois, si on met plus d'angle, mais moi j'aime bien travailler avec des très fins copeaux qui se soulèvent, dans toutes les tâches on va dire de sculpture. Donc dans ce sens ou dans celui-ci, c'est vraiment une taille de lame qui permet un travail très agréable. Évidemment, encore une fois, faisant attention à la sécurité. Avec ce genre de prise, on va même pouvoir venir faire des petits feather sticks. Donc en étant appuyé avec les deux mains, en travaillant juste en faisant porter les moutures sur le bois. On va venir enrouler des fins copeaux ici. Donc soit avec les deux mains, soit évidemment en mode plus classique avec une seule main. Donc à ce moment-là, on vient tenir son bout de bois et on va travailler dessus. Donc ici on va venir prendre une position proche de la lame pour venir travailler comme on le ferait sur des petites coupes. Donc ici par exemple, il vaut mieux venir tirer vers soi ici avec le couteau que venir pousser. Donc ça marche mieux en poussant, mais par contre on risque éventuellement, si ça se bloque, de venir glisser donc sur la lame. Donc il va mieux falloir venir travailler en s'éloignant ici ou en poussant tout droit, ce qui permet également de faire de fins copeaux. Voilà, comme on peut le voir, aucun souci pour les petits travaux de type feather stick. La longueur et le poids de la lame ne gênent pas et le tranchant est largement suffisant pour ce genre de tâches. On peut réussir à faire des petits copeaux très frisés très rapidement. Sa fonction un petit peu de hachette va être utile également pour venir couper des petites branches. En un seul coup, on va venir taper. Voilà, donc il nous faut un appui comme cette souche qui est en dessous. Venir taper, ce qui nous permet de débiter des bouts de bois sans avoir besoin de venir l'entailler ici, de le casser ou de prendre une scie. On va voir ce que ça peut donner avec un diamètre un peu plus conséquent, sachant qu'habituellement ce sont des tâches que j'effectue avec une hachette. Donc le faire avec un couteau, ça peut être vraiment utile. Voilà, aucun souci. La branche part directement. En quelques coups, c'est vraiment agréable. Voilà, donc un couteau Loku qu'on peut avoir en complément d'un Puukko. Donc en fait un Puukko c'est simplement un petit couteau scandinave, donc un peu comme le Mora classique que j'ai ici. Donc on voit bien la différence de gabarit. Donc on peut même envisager de partir avec les deux, celui-ci pour les petites tâches et celui-ci pour les tâches plus conséquentes. Si on ne part qu'avec celui-ci, cependant, on peut avoir un couteau qui nous permet d'avoir tout ce qu'il faut pour les grosses tâches et même aussi de réaliser les petites avec. Voilà, après tous ces tests, la lame est toujours parfaitement rectiligne et le tranchant est toujours parfaitement lisse, il n'y a pas la moindre trace de chips. Donc vraiment très intéressant. Voilà, ce test touche à sa fin. Je vous donne rendez-vous dans quelques mois pour un retour d'expérience sur ce couteau. Voilà un couteau typique, très traditionnel, qui est vraiment surprenant. Donc surprenant de par la forme du manche qui se révèle vraiment agréable au niveau des travaux. Surprenant parce qu'avec une seule lame on peut faire vraiment toutes les tâches dont on a besoin en bushcraft. Et également par la tenue du fil, puisque on peut travailler sur des tapes, sur des coupes, sans que ça l'affecte. Donc vraiment un choix très intéressant. Voilà, en espérant que cette vidéo vous ait plu. Merci et à bientôt.